Quelques-unes, tombées déjà, créent cependant des espaces de détente et de jeu pour les enfants. Des terrains gagnés sur la promiscuité, chose rare, tant pour une kasbah qu'une médina. Omar, quelle est la différence entre une médina et une kasbah? Alors, la différence entre kasbah et médina. La kasbah, c'est une forteresse, c'est un genre de forteresse, elle est fermée par des portes et surveillée. Tandis que la médina, elle est ouverte, elle a plein de portes, mais elle est ouverte. Elle n'est pas surveillée. Il n'y a pas de contrôle. Pour l'étranger, par exemple, pour la kasbah, il faudrait qu'arrive à certaines heures, instauré bien sûr par le dey, il faudrait qu'il sorte de la cité, de la forteresse. C'est ça la différence. Ici, chez nous, à la kasbah, il y a 7 portes. Tu es contrôlé par 7 portes. Il y a la porte de la mer, il y a la porte de Bab el-Jdid, la porte de Bab el-Oued, la porte de Bab Azoun. Tout ça, ces portes, elles sont fermées le soir. Omar est la 5e génération d'une vieille famille kasbadji. Avec lui, nous poursuivons la découverte, derrière les murs cette fois, car il nous ouvre la porte de sa maison. Eh ben, j'habite ici, 1 rue des Vandales, dans cette maison. Et je vais vous présenter ma femme, qui va vous faire visiter la kasbah, quoi, la maison. Bahia. Oui, oui. Bonjour, soyez les bienvenus. Rentrez, rentrez. Alors cette maison traditionnelle. Oui, c'est une maison traditionnelle de la kasbah. En général, toutes les maisons à la kasbah ont un patio parce que vous allez remarquer que toutes les maisons ont une seule façade dont les fenêtres sont à l'extérieur. Sinon, elles respirent du milieu. Donc, dans chaque maison, il y a un puits, comme ici, vous pouvez voir. Sinon, il y a des maisons qui n'ont pas de puits, mais il y a toujours un point d'eau. C'est une fontaine. Et les plus grandes, il y a même des jardins d'intérieur. Alors, là, c'est l'étage nuit, là où il y a les chambres, où il fait d'ailleurs plus frais. Traditionnellement, dans les maisons de la kasbah, il n'y a qu'un seul étage. Et au 2e niveau, il y a juste une petite chambre qu'ils appellent la chambre des invités parce que c'est la plus éclairée. Mais mes beaux-parents à l'époque ont rajouté un étage vie, salon et cuisine. Là, vous pouvez voir la chambre si vous voulez. Ça, c'est ma chambre. Et de l'autre côté, c'est la chambre d'un de mes enfants. Mais c'est pas évident d'entretenir une vieille maison. C'est pas évident. Mais on essaye. On essaye de la restaurer avec les matériaux d'antan. Et une maison aussi bien restaurée, la kasbah n'en contient pas des dizaines. Mais les mentalités changent et l'on prend conscience que tout ce patrimoine, fer forgé, mosaïque ancienne, lustre, colonnade travaillée et tissus soyeux, constitue un trésor de savoir-faire depuis des siècles. Alors, ça, c'est la richesse de la maison. Quand vous pouvez voir cette vue, qui pour moi n'a pas de prix. Depuis des générations, sur les terrasses entrelacées, lorsque le soleil décline, les femmes se réunissent pour exorciser leurs craintes dans une société qui ne leur a pas toujours fait de cadeaux. Elles écoutent les poèmes populaires de la conteuse, la Bokala, en faisant des vœux pour de meilleurs lendemains. لو كان تطلع علينا كيفاش كنا كيفاش ولينا نتايا الهرب من الغمة والغبينة نتمنى تجينا تشوف القلوب القاسحة ولات حنينة والويدان الناشفة شربنا منها وروينا هذه رحمة ربي نزلها بعد كل تشطينا وربي يدومها لينا وعلينا آمين يا رب إن شاء الله. عيطت عيطة قوية فاقت النايمة وقفزت الحية وقلت له يا الخريف راك طولت عليا قال لي لو كانت الصبر يا البنية هاد الزمان يفرق ويلاقي والربيع لابد يجي ويلم وراقي الصبر ياك الصبر هو المفتاح بقدرة ربي الليل يولي صباح والفساد يولي صلاح وتروح ديك الغمة والقلب يرتاح.
Des textes poétiques anciens, on en trouve aussi dans la musique shahabi. Très présente dans toutes les couches sociales lors des événements religieux, elle est un formidable vecteur de l'âme algérienne par la voix du maître El Hadi El Anka. Le mot shahabi vient du mot shab. Shab, c'est le peuple. Donc, on peut dire que c'est la musique du peuple qui reflète tout ce qui vit le peuple comme bonheur et malheur, et événements et tout ce qui s'ensuit. Elle s'est différenciée de la musique classique andalouse qui nous a été importée d'Espagne après la chute de Grenade en 1492. Ils ont ramené toute leur culture d'Espagne, les grandes bases, les modes, les rythmes, etc. Et elle a été innovée par nos maîtres, et notamment mon père, Allah yarhamou, Haj Mohamed Laouka. Aujourd'hui, l'orchestre shahabi se constitue d'instruments précis. Ça veut dire la mandole qui est proprement, elle a été faite, elle a été commandée par mon père, que j'ai dit qui était l'innovateur de cette musique, et qui est devenu aujourd'hui un instrument impératif pour chanter le shahabi. Il faut la mandole pour chanter le shahabi, il faut la mandole, il faut le banjo, il faut le violon, il est faux. Et maintenant, si on veut s'étaler un peu sur les instruments, on peut aussi ajouter le piano, ajouter la guitare, le violoncelle, etc. Et pour ce qui est des rythmes, on a le derbouka et le tar. Le tar, l'instrument. Donc voilà en général les instruments qu'il faut pour faire la musique shahabi. C'est ici, dans ce musée national des arts et traditions populaires, que l'on ressent toute la richesse d'Alger. Le palais fut construit en 1572. Il est racheté 2 siècles plus tard par un ministre du Dey Hussein, qui le destine à sa fille devenue aveugle pour s'être, dit-on, trop regardée dans un miroir. Le palais accueillera même en 1860 Napoléon et Eugénie lors de leur séjour en Algérie, avant de devenir en 61 et jusqu'à ce jour le témoin de l'art populaire algérien. L'art, la poésie, la musique, mais plus que tout le théâtre furent des moyens de véhiculer les préoccupations du peuple et des outils de lutte pour l'indépendance et la reconstruction du dialogue social. À l'Opéra d'Alger, nous retrouvons un grand nom du théâtre algérien, la célèbre comédienne, Madame Fatia Barbar. J'allais au théâtre algérien qui s'appelait l'Opéra d'Alger. J'avais 10 ans, j'allais avec ma mère et j'assistais tous les vendredis après-midi qui étaient spécialement que pour les femmes. Et je voyais les pièces de théâtre et là j'étais vraiment tombée amoureuse du théâtre. Et j'ai dit à ma mère, écoute, un jour ou l'autre, je voudrais être comédienne. On faisait des pièces de théâtre avec des messages. On a participé à la guerre de libération avec des pièces de théâtre sans que la France s'apercevait. C'était des messages qu'on donnait. On a participé indirectement. La voix des intellectuels et le brassage des idées, c'est à la terrasse du Tantonville que cela se passe. Une institution depuis 1870. Les familles y passent des après-midi entières à discuter du temps qu'il fait et qui passe. Les familles, tiens, parlons-en. L'accueil algérien passe pour être l'un des meilleurs du Maghreb. Pas ou peu de tourisme, des rapports vrais et pour nous une belle occasion de franchir l'intimité de la tribu et aborder avec la famille Kerkoub la culture culinaire. Nabila, ça fait plaisir, dis donc. Ça va Karim. Ça fait un moment, hein. Ça va. Bravo. Voilà, on est en train de préparer le repas, là. Nabila, on prépare le repas. Vous avez la friture des bourrecs. Voilà, on va frire les bourrecs pour qu'ils
prépare et qu'on laisse reposer. C'est à base de farine, et de sel et d'eau et un peu de gras. Et puis voilà, on met une farce à l'intérieur. Ici, il s'agit donc de la viande hachée et des épinards. Voilà, puis on met des œufs dessus. Par exemple, pendant le ramadan, c'est la chose par laquelle on commence avec la shorba que vous allez voir tout de suite, qui est également une appellation d'origine ottomane, qui veut dire soupe. Et c'est la soupe nationale, très, très riche. Ici, c'est une soupe à base de viande et de blé concassé, qu'on appelle shorba, comme vous a dit, qu'on appelle shorba. Voilà, là, donc j'ai laissé, donc pour la fin, ce qui lui manque, c'est, attendez, ça, c'est de la menthe séchée, hein. Je vais prendre un peu de menthe séchée. Voilà, je vais faire ça entre mes mains. Alors nous, ici à Alger, donc on met de la viande et de l'oignon. Ensuite, on met un peu de courgettes qu'on coupe en tout petits morceaux, un peu de carottes. Vous voyez, donc on met quand même un peu de légumes. On met des pois chiches et des petits pois aussi. On met des petits pois aussi à l'intérieur. Voilà, quand on fait cuire ensuite, on fait donc bouillir de belles tomates rouges, bien rouges. C'est une affaire de femmes, on va dire à 90%, dans 90% des cas, c'est les femmes. Les hommes s'intéressent, mais vraiment c'est par passion. Mais sinon, c'est la femme qui cuisine pour son mari, c'est la maman qui cuisine pour ses enfants, que ce soit fille ou garçon. Et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est cuisine, maison, ménage, c'est la femme. En Algérie, c'est la femme. Oui, moi c'est pas nouveau pour moi parce qu'à la maison, c'est sa spécialité. Ouais, je le fais. Ah oui, oui, oui. Mais tout le fait, je vais pas prendre de mauvaises habitudes. Exactement. Donc ça a évolué, effectivement. Pourquoi? Parce que, vous pouvez dire, 80% des mamans travaillent maintenant, travaillent dehors. Donc elles n'ont plus le temps d'être à la maison, de préparer. Et là, le mari, quand il rentre, il est obligé de mettre la main à la pâte s'il veut avoir le repas rapidement sur la table. Je pense que les choses ne sont pas vraiment figées actuellement. Hein. Pour la nouvelle génération, je pense que on fait les spaghettis, on fait la pizza. Moi, ma femme, elle est très très contente quand je décide de faire à manger. C'est vrai qu'avec le travail, des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je pense que dans la tête, c'est quelque chose qu'on accepte bien, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est qu'elles font à manger, je pense, mieux que nous. Ça, c'est sûr. La rechta se mange lors du ramadan, tous ensemble, dans le même plat, composé d'agneau, de navets et de pâtes. Du sucre lent, il en faut pour tenir toute la nuit, et le plus souvent en chanson.